Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons des humains pour évoquer avec vous aujourd'hui le biais de confirmation. Et pour ça, je vais vous raconter l'histoire de Léa et Francis, qui est un couple de trentenaires qui arrive dans une résidence qui est assez huppée et calme, et essentiellement peuplée de personnes âgées. Voilà, on va dire ça comme ça. Léa, elle est diététicienne, Francis est architecte. Ils rentrent d'un tour du monde d'1 an, puisqu'ils avaient mis pas mal d'argent de côté jusqu'à l'année dernière. Ils se sont dit, pourquoi pas en profiter, prendre une année sabbatique pour parcourir le monde, ce qu'ils ont fait. Et donc là, ils rentrent en France et ils s'installent dans cette résidence en question. Donc dans cette résidence, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de personnes à la retraite. Et parmi ces personnes à la retraite, il y a un ancien commissaire de police en la personne de Monsieur Balland. Et Monsieur Balland, c'est quelqu'un qui est très carré, qui aime bien que tout reste propre et tout reste calme, et qu'on se le dise, il y veille. Alors c'est quelqu'un qui est connu de tous les résidents, qui est très apprécié parce que finalement pour eux c'est rassurant de le sentir à leur côté, tout simplement. Monsieur Balland, c'est quelqu'un qui a l'œil, et surtout et en particulier sur les nouveaux arrivants, encore plus s'ils sont jeunes, parce que les 3 seules fois où il y a eu des jeunes dans la résidence, alors jeunes, comprendre en dessous de 30 ans, ça s'est pas super bien passé du tout. Et je vais vous raconter ça. Alors la première fois, donc, c'était un jeune homme en fait qui est resté 6 mois dans la résidence, qui travaillait de nuit et qui rentrait à 4 heures du matin et qui mettait la musique fort en rentrant. Alors évidemment, la musique fort à 4 heures du matin, vous imaginez bien que ça réveille les voisins qui sont pas contents, qui lui ont fait savoir, qui ont essayé de s'expliquer avec, mais rien n'y faisait. Du coup, ils avaient même appelé la police et rien n'y a fait non plus. Tout s'est arrangé le jour où il est parti. Mais n'empêche que ça avait fait pas mal de bruit dans la résidence, c'est le cas de le dire, et que ça n'avait pas plu du tout. La deuxième fois, c'était peu après, donc un couple d'étudiants qui sont restés 2 ans dans la résidence et qui faisaient des fêtes tous les jeudis. Et en fait, ces étudiants-là, ils respectaient pas le règlement intérieur. Donc par exemple, ils se garaient n'importe où sans respecter les places de parking. Donc les jeudis soirs, je vous laisse imaginer ce que ça donnait quand leurs amis venaient. Donc évidemment, ça agaçait les voisins qui n'arrêtaient pas de leur dire, mais ils n'en tenaient pas compte. Ça leur est arrivé aussi quand il faisait beau de faire la fête, plutôt que de la faire chez eux, de la faire sur la pelouse de la résidence, quand il faisait beau et bon. Et de mettre des enceintes un peu fort dehors, ce qui embêtait toute la résidence. Et puis surtout, quand ils faisaient ça, de laisser leur détritus sur la pelouse. Ce qui faisait plutôt mauvais genre. Donc ça agaçait quasiment tout le monde dans la résidence. En gros, c'était des m'en-foutistes, ma foi, ça arrive. Et ça ne plaisait pas du tout. Et donc, les voisins s'en souviennent très bien. Enfin, les résidents, s'en souviennent très bien. Et ça leur avait, mais vraiment, vraiment pas plu du tout. Et puis, ma foi, on les comprend. C'est assez humain. Et puis, donc, la troisième fois, c'était une jeune fille que certains et certaines, résidents et résidentes, avaient fini par surnommer Miss Catastrophe. Alors Miss Catastrophe, non pas au sens affectueux du terme, comme on a l'habitude, mais plutôt au sens, elle va tout nous casser la résidence si elle continue à rester celle-là. Pour vous donner un exemple, 3 exemples, non exhaustifs, donc au bout de 5 jours, donc elle était arrivée, et puis elle avait réussi à emboutir un réverbère en garant sa voiture sur le parking. Le réverbère avait été HS. Il avait fallu le changer, ça avait créé des histoires, il avait fallu faire des tonnes de papier, etc., etc., etc. Ça avait pas mal fait parler dans la résidence. Tout le monde se disait, si au bout de 5 jours, elle commence déjà à défoncer les réverbères, où c'est qu'on va ? Bon, soit. Cette demoiselle, en plus, avait l'habitude de sortir sa poubelle tout le matin devant sa porte d'appartement, qui donnait donc sur le couloir commun. Couloir commun qui était revêtu de moquettes. Et puis, sa poubelle, elle la descendait tous les jours en partant travailler, mais elle travaillait que l'après-midi, donc elle descendait sa poubelle à 2 heures, ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, ce qui devait arriva, c'est qu'un jour, la poubelle, elle a coulé, ça a créé une catastrophe. La moquette, c'était pas nettoyable, il a fallu la changer, ça a agacé et énervé les voisins. D'autant que ça l'a pas empêché de recommencer peu après, une fois que la moquette était changée. Et puis, les voisins, ça leur plaisait pas du tout.
Et puis, donc, dernière chose avec cette jeune fille, c'est qu'elle avait l'habitude de sortir fumer sa clope devant le hall d'entrée, devant la porte d'entrée. Ce qui en soit est bien. Alors, non pas de fumer, mais de fumer dehors, fumer sa clope dehors. Et donc, croyons bien faire, elle avait l'habitude de, plutôt que de jeter le mégot par terre, son mégot par terre, de rentrer avec à l'intérieur et de le jeter dans la poubelle juste à l'entrée, en fait, dans le hall. Seulement le problème, c'est que dans la poubelle, dans l'entrée et dans le hall, les autres résidents avaient l'habitude de jeter les prospectus qu'ils trouvaient en papier dans leur boîte à lettres. Et donc, ce qui devait arriva, à savoir qu'un jour, un mégot a enflammé un papier, ça a créé un feu de poubelle qui commençait à se propager au mur, on a dû appeler les pompiers. Ça a failli être plus grave que ça, mais bon, ça a été pris à temps, donc il n'y a pas eu trop de dégâts. N'empêche que depuis ce jour-là, le surnom de Miss Catastrophe lui est resté dans la résidence. Puis elle est partie au bout de 5 ans, et puis voilà. Et donc là, quand Ballan a appris que Léa et Francis étaient deux jeunes qui arrivaient dans la résidence, lui qui a l'œil, il s'est dit « Ah, ça se passera pas comme ça avec eux. Hein. Ah non. Les jeunes, c'est tous les mêmes, on les connaît. Nous, de notre temps, c'était quand même pas comme ça. Quoi. Donc, on va les mettre au parfum dès le début. » Et du coup, il demande aux résidents d'ouvrir l'œil et puis d'en savoir un peu plus. Soit. Donc, le jour de l'emménagement de Léa et Francis arrive. Donc, ils arrivent un peu avant le camion de déménagement, logique. Hein. Et puis, Ballan, évidemment, leur tombe dessus. Il leur rappelle leur règlement intérieur et puis il leur pose des tas de questions. Seulement, Léa et Francis, ils sont un petit peu pressés, ils ont un peu un déménagement à gérer, d'autant que le camion est en train d'arriver. Là, les déménageurs font signe de leur indiquer quoi poser et où. Et donc du coup, ils essayent d'écourter au maximum, Léa et Francis, la conversation avec Ballan. Donc il lui explique que oui, ils connaissent bien le règlement intérieur, qu'ils vont le respecter, qu'ils ne s'inquiètent pas. Et puis voilà. Mais Ballan, il insiste, il pose des questions. Donc là, Francis essaye de lui faire comprendre qu'ils sont pressés, mais il insiste. Donc Francis gentiment lui explique que oui, ils reviennent d'un tour du monde, qu'ils ont séjourné en Asie, en Afrique, sur le continent américain, en Australie aussi un petit peu, en Inde. Et puis, etc. Ça plaît pas trop à Ballan, tout ça. Il cherche à en savoir plus sur les lieux exacts où ils ont séjourné, parce que, vous comprenez, voilà. Et du coup, Léa et Francis, ils s'excusent, ils sont désolés, mais ils doivent impérativement gérer leur déménagement, et du coup, ils coupent court à la conversation, et ça, Ballan, il apprécie, mais pas du tout. Bon, soit. Un mois se passe donc après cet emménagement, un mois durant lequel quelques petits événements surviennent. Je vais vous en raconter quelques-uns. Donc un jour, il y a une voisine qui discute avec Francis et puis qui lui pose plein de questions, parce qu'elle est un petit peu curieuse, elle aime bien savoir, connaître un petit peu les gens, savoir ce qu'ils pensent. Et donc notamment, elle lui demande s'ils ont des enfants. Francis lui dit non, vous savez très bien qu'on n'en a pas, non. Alors du coup, il lui dit, mais vous en voulez des enfants, ce serait bien quand même, vous avez l'âge et tout. Et Francis lui répond, il est un petit peu surpris, donc il lui dit, non, avec Léa, on s'entend bien comme ça, c'est justement pour ça qu'on s'entend bien. On a conclu d'un commun accord qu'on n'aurait jamais d'enfants. Parce que nous, on aime bien sortir, on aime bien profiter de la vie, et on aime bien voyager, et puis on trouve que les enfants, c'est un fardeau. Voilà, c'est son avis, il est franc, puis il l'assume. Hein. Et puis c'est beaucoup de boulot, et on ne sent pas d'être parents, donc on a décidé de rester comme ça, et de jamais avoir d'enfants, puis ça nous convient très bien. Alors, la voisine est un petit peu surprise, d'autant que c'est pas du tout son référentiel à elle, parce qu'elle a 5 enfants. Donc bon, alors quand elle répète ça à ses copains-copines donc du troisième âge, elle dit, mais quand même, quoi, comment on peut ne pas vouloir d'enfants, mais les enfants, mais c'est la vie. Ils sont quand même bizarres ces deux-là, ces deux jeunes. Hein. Et puis bon, bref. Alors une chose que je vous ai pas dite sur Léa, c'est qu'elle a une petite voix, une vraiment petite voix très douce.
Et un jour, elle croise Madame Michel dans le hall, et Léa n'a pas vu, en fait, Madame Michel. Donc Madame Michel lui dit bonjour, donc ça surprend Léa qui tourne la tête, lui dit bonjour Madame Michel. Seulement Léa ayant une petite voix et Madame Michel étant un peu dure de la feuille, Madame Michel n'entend pas la réponse de Léa. Et donc Léa sort, Madame Michel continue à rentrer dans le hall, et puis elle se met à grommeler quand même qu'elle est impolie, cette jeune-là, puis c'est moi qui lui dis bonjour, c'était même pas à moi de le faire, c'est aux jeunes à dire bonjour aux vieux et pas le contraire quand même. Voilà, une vraie impolie. Et puis bon, bref. Une autre chose que je vous ai pas dit non plus au sujet de Léa, c'est que Léa, elle va au travail à vélo. Et donc les soirs en rentrant, il lui arrive de passer par le supermarché du coin pour y faire quelques courses. Elle accroche ses petits cabas à son petit guidon de son petit vélo, puis elle rentre tranquillement à la résidence comme ça. Et donc, un jour où c'est le cas, donc où elle est en course, elle a pas mal de surgelé, elle rentre, et plutôt que d'aller ranger le vélo, puis de poser, de remonter avec ses courses après, elle décide, vu qu'elle a pas mal de surgelé, pour ne pas qu'il fonde, qu'il se décongèle, de remonter directement les surgelés à l'appartement et de les ranger dans les placards, dans le réfrigérateur, et puis le reste dans les placards, et puis d'après ranger le vélo dans le local à vélo. Donc ce qu'elle fait, donc elle rentre, elle range ses surgelés, puis d'un coup on sonne à la porte et c'est Ballon qui a reconnu son vélo, parce qu'il croise Léa à vélo tous les jours, donc il a l'œil, monsieur Ballon, comme je vous l'ai déjà dit, et qui du coup vient l'enguirlander, lui dire non mais c'est quoi votre vélo là dans le hall, vous vous rendez compte, c'est pas ici, un local à vélo c'est pas pour rien, donc il laisse pas Léa en placer une. Elle lui dit, vous vous rendez compte si tout le monde fait comme vous, mais alors on va avoir 36 vélos dans le hall, on pourra plus rentrer, et puis pourquoi pas des trottinettes, et puis des motos tant qu'on y est. Vous vous rendez pas compte un petit peu faut respecter le règlement. Et Léa lui dit, non mais vous énervez pas, monsieur Ballon, elle arrive finalement à en placer une. Là j'avais juste des surgelés, je voulais pas qu'ils décongèlent, donc je les ai remontés, je les rangeais, ça prend 10 minutes. Et puis le vélo, vous savez très bien, on m'a déjà vu faire, que j'allais le ranger dans le local à vélo. Il fait, oui, non, mais moi je veux rien savoir, le vélo, il n'a pas à traîner là, même pour 5 minutes, je m'en fous, il doit être rangé dans le local à vélo, point. Et donc Léa, finalement, on finit par lui dire, oui, monsieur Ballon, elle finit par s'excuser, et puis promis, elle recommencera plus, promis, de chez promis. Soit. Durant ce mois, donc, les résidents rapportent un petit peu tout ça entre eux, et puis à monsieur Ballon. Et puis comme vous le savez très bien, quand les choses sont répétées, puis re-répétées, elles sont des fois déformées. Tout ça pour dire quoi? C'est que entre monsieur Ballon et puis les résidents qui discutent avec, ça se monte un petit peu le bourrichon à dire que c'est encore des jeunes et ils font encore n'importe quoi et que ça va encore être la catastrophe, il va falloir les supporter. Et puis du côté de Léa et Francis, par contre, on trouve que les résidents sont plutôt sympas, même si parfois ils sont un peu bizarres tout de même. Mais bon, ils en font pas état, puis ils en tiennent pas trop compte. Ils se sentent plutôt bien dans la résidence. Soit. Et puis comme ça fait un mois que... un peu plus d'un mois donc qu'ils sont dans la résidence, ils veulent organiser une pendaison de crémaillère, d'autant que Halloween arrive et qu'ils voudraient faire ça en même temps qu'Halloween. Comme ça, ils veulent inviter des amis pour fêter les deux en même temps. Et donc, comme ils décident de faire ça, par correction, ils vont prévenir les voisins dans le couloir, et puis les voisins du haut et les voisins du dessous. Voilà, ils leur disent, dans deux jours, on fait une crémaillère, donc une pendaison de crémaillère, on sera une dizaine de personnes, on va essayer de faire le moins de bruit possible, on va même pas mettre de musique pour déranger personne. Et puis de toute façon, ça va se terminer à minuit, vous inquiétez pas. Alors ils sont plus ou moins bien accueillis, il y a des gens qui sont très compréhensifs, qui disent oui, il n'y a pas de souci, vous avez raison, c'est gentil de prévenir, et puis d'autres qui disent non mais vous n'allez pas faire du bruit toute la nuit, parce que ça va pas se passer comme ça, on a déjà eu des problèmes avant, nous on veut notre calme. Et donc Léa et Francis étant des gens très posés,
Un couple très posé, il réexplique calmement que non, qu'il ne s'inquiète pas, il n'y aura pas de bruit, et puis que de toute façon, à minuit, ce sera fini. Soit. Et puis par acquis de conscience, vu les réactions qu'ils ont eues, ils se disent on va placarder un petit message en bas sur la porte d'entrée pour signaler que il risque d'y avoir un petit peu de bruit, qui vont faire le maximum pour que ce soit pas le cas, et qu'à minuit de toute façon tout sera fini. Les résidents qui passent par là voient donc le mot sur la porte, et puis de la même façon que pour ceux qui ont prévenus directement, il y a un peu les mêmes réactions, à savoir c'est cool, c'est des jeunes qui préviennent, c'est bien, et puis d'autres qui disent voilà, ça recommence, ça va être ça tout le temps, on va avoir du bruit et de la musique tout le temps, c'est quand même pas possible. Vraiment, les jeunes, faut plus les accepter dans cette résidence. Bon, soit, il se trouve que le jour J est arrivé, la pendaison de crémaillère c'est bien passé, il n'y a pas eu de bruit, on les a pas entendus, ils n'ont pas mis de musique, alors qu'il y avait une dizaine de personnes. Et à minuit, tout le monde est parti. Bon, sauf qu'à minuit, il y a un de leurs amis qui était un petit peu éméché et qui a vomi dans le hall. Et du coup, Francis et Léa sont précipités pour aller chercher de quoi nettoyer chez eux, donc ils reviennent sur place. Entre-temps, évidemment, comme vous en doutez, Ballan qui a l'œil sur tout et qui sait tout, est arrivé, il voit ça et il commence à crier, mais c'est pas possible quand même de voir des choses pareilles. Mais vous êtes des vrais fouteurs de merde, donc il ménage pas ses mots, il s'énerve. Ça laisse complètement Léa et Francis baba en fait, ils savent plus trop quoi dire. Et puis du coup, ils écoutent et puis ils nettoient en même temps. Les aboiements de Monsieur Ballan font que les résidents qui habitent à proximité du hall sortent pour voir ce qui se passe. Donc, et puis du coup, ils se mettent à grommeler sans vraiment trop savoir ce qui s'est passé. Mais bon, si Monsieur Ballan y râle, ça doit quand même être pour quelque chose. Les amis de Léa et Francis qui étaient encore là, s'excusent et puis s'en vont. Ils osent trop rien dire non plus. Léa et Francis continuent d'écouter. Ils ont fini de nettoyer, très bien d'ailleurs, et puis finissent par dire écoutez, excusez-nous, voilà, ça se reproduira plus. Et puis tout le monde rentre chez soi. Donc tout le monde rentre chez soi vers minuit et demi. La nuit se passe et puis pas de chance, donc cette nuit-là, il y a des jeunes qui se sont faufilés dans la résidence et qui ont fait des dégâts et notamment qui ont fracturé des boîtes à lettres. Ballan, le lendemain matin, ils voient ça, ils ont conclu que ça peut venir que des amis de Léa et Francis, voire d'eux-mêmes, pourquoi pas, puisque vu qu'il y a que qui ont fait une fête la veille et puis qui ont veillé tard et puis quand même vu ce qui s'est passé, ça peut venir que d'eux. Ils étaient bourrés, donc voilà, ça peut venir que d'eux ou de leurs amis. Et du coup, voilà que Léa et Francis ils se retrouvent réveillés à 10h du matin, le jour de la Toussaint, par la police qui vient leur poser des questions plus que de raison, puisque c'est des policiers que Ballan connaît bien et que pour lui il n'y a aucun doute possible. Donc on leur demande les coordonnées de leurs amis. Ils expliquent que non, leurs amis ils n'ont rien à voir là-dedans, qu'ils sont partis après, mais on veut rien savoir. Donc ils finissent de guerre-lasse par donner les adresses et coordonnées de leurs amis. Leurs amis qui ont droit quelques heures plus tard aux mêmes questions, et puis voilà, et ça crée quelques petites histoires et tensions. Mais bon, il se trouve que quelques jours après, les fauteurs de troubles réels sont pris la main dans le sac dans une autre résidence à proximité en train de faire la même chose. Et du coup, Léa et Francis, ils l'ont un petit peu mauvaise quand même. Parce qu'ils se disent quand même c'est un petit peu abusé, là, tout ce qui s'est passé ces derniers jours. On mérite pas ça, quoi, tout simplement. Donc ils l'ont un petit peu mauvaise. D'autant que, après que la vérité ait éclaté, personne n'est venu s'excuser auprès d'eux. Et donc, du coup, ils trouvent ça quand même un petit peu, pas trop normal, quoi, tout simplement. Et puis les mois suivants, après cet événement-là, en fait, ça a perduré. Au sens où on répondait même plus bonjour quand ils disaient bonjour. Les peu de discussions qu'ils avaient avec des résidents, c'était pour leur faire des réflexions, des prétextes tout simplement sur des choses insignifiantes et qui n'avaient pas lieu d'être.
Et donc du coup, Léa et Francis, dans la résidence, au bout de quelques mois, ils se sentaient complètement étouffés, ils n'osaient plus rien faire, plus mettre de musique, plus mettre même la télé, de peur que des voisins entendent, de peur de déranger et tout. Donc se sentant étouffés à ce point, du coup, ils ont décidé de déménager à nouveau. Et voilà, et mon histoire, elle se termine ici. Alors, derrière tout ça, qu'est-ce qu'on a ? On a évidemment, vous en doutez, donc un biais de confirmation qui est appuyé en plus par une figure d'autorité en la personne de Monsieur Ballon. Alors, un biais de confirmation, c'est quoi ? C'est quand on va chercher à confirmer un a priori, en fait, qu'on a par simplicité, pour éviter de réfléchir ou en trouvant des excuses foireuses, entre guillemets, quoi. Pour confirmer ce qu'on a déjà vécu avant ou confirmer un a priori qu'on a. Voilà. Je vais, avant de reparler de l'histoire, je vais vous donner des exemples un petit peu concrets de la vie de tous les jours. Je vais commencer par quelque chose que vous avez très certainement vécu quand vous étiez collégien ou lycéen, à savoir les alertes incendie. Les fausses alertes incendie. Ça, à mon avis, vous y avez forcément eu droit. Hein. Ça arrive tout le temps, plusieurs fois par an. Donc, vous savez, quand il y a des gamins qui se promènent dans les couloirs, des copains-copines qui se promènent dans les couloirs et puis qui ont envie de faire les idiots et qui déclenchent des alertes incendie comme ça parce que le copain dans l'autre classe, il a un contrôle et puis on veut saboter le contrôle, des choses comme ça. Et puis du coup, quand il y en a beaucoup dans l'heure, genre on va dire, on va prendre un nombre fixe, on va dire qu'il y a 4 alarmes dans une heure. Alors la première alarme, il y a toutes les classes qui descendent, puis on se rend compte que c'est une bêtise, donc on remonte dans les classes. La deuxième alarme, il n'y a plus que les 3/4 des classes qui descendent. C'est une bêtise, on remonte dans les classes. Troisième alarme, il n'y a plus que le quart des classes qui descendent dans la cour. C'est une bêtise, on remonte. Et la quatrième fois, il n'y a plus qu'une classe qui descend dans la cour, et puis c'est une bêtise et on remonte. Bon, voilà. Et du coup, derrière ça, il y a un biais de confirmation, parce que c'est en kikinant de descendre, remonter à chaque fois. Donc, on préfère se dire que il y a plus de chances que soit une fausse alarme qu'une vraie alarme, parce que 5 minutes avant, c'était déjà une fausse alarme, etc., etc. Seulement, le problème dans tout ça, c'est que la probabilité qu'il y ait réellement un feu, une vraie alarme, elle reste tout le temps la même au cours du temps. Donc, rien ne dit que à la quatrième alarme, ça peut très bien être un vrai incendie en fait. Donc, vous imaginez ce que ça peut donner s'il y a qu'une classe qui descend. Voilà, par exemple. Et donc c'est quelque chose qui est le biais de confirmation qui est très puissant, c'est un levier très puissant et qui peut être très dangereux en fait. On a vu ça aussi avec le début de gestion de crise du Covid-19 en fait, puisqu'on est en pleine crise à l'heure où j'enregistre ça, donc en octobre 2020. Et au début de la crise, donc en février-mars, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la France a tardé avant d'avoir assez de masques, etc., prendre des mesures. Alors pourquoi ça ? Notamment à cause d'un biais de confirmation que je vais vous expliquer, mais pas que. Ça va être très schématique ce que je vais vous dire, et c'est en aucun cas une critique, parce que c'est quelque chose qui est humain. Donc, si vous vous rappelez à l'époque, des semaines avant, dans les infos d'avant, on avait prévenu qu'il y avait un gros risque de pandémie, que ça risquait d'être grave, etc., qu'il fallait des masques et tout ça, même s'il n'y avait pas beaucoup de cas en Chine, ça risquait d'être grave. Et puis, on en a tenu compte, certes, mais on s'est dit, on va attendre un petit peu pour voir, voilà. Donc, grosso modo, c'est très schématisé ce que je dis à nouveau, et c'est pas une critique, pas du tout. Et pourquoi on s'est dit ça ? C'est parce qu'avant, il y a eu l'expérience, quelques années avant, du H1N1. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la grippe H1N1, ce que ça avait donné à l'époque. Il y avait eu le même phénomène, on avait annoncé une pandémie, que ça allait être très grave et tout. Il y avait eu des millions de vaccins de commandés, vaccins dont on ne s'est pas servi parce que le H1N1 s'est pas montré très virulent. Et heureusement d'ailleurs. Et puis, donc, vaccins qu'on a jetés ou redistribués. Enfin bon, voilà, ça avait fait pas mal de gâchis donc, à l'époque. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Et donc, du coup, on s'est dit que le risque de pandémie, c'est quasiment jamais arrivé récemment. Donc,
On s'est dit, il n'y a aucune chance que ce soit ça, avec le Covid-19. Le H1N1, on nous avait déjà annoncé la même chose, donc c'était quoi la simplicité ici ? Enfin, simplicité n'est pas le mot juste, on va dire le moins embêtant, c'était de dire, on va attendre, il y a quand même peu de chances que ce soit une vraie pandémie, sauf que pas de peau, c'est quand même un cas de pandémie, quoi. Et donc derrière ça, il y a notamment et entre autres donc un biais de confirmation. Et on en voit partout autour de nous des biais de confirmation, partout. Et je vous invite d'ailleurs à regarder attentivement les infos ces temps-ci, parce qu'on a vraiment, on entend et on voit beaucoup de choses. Donc je vous invite à regarder ça attentivement et puis à les démasquer, ces biais de confirmation. Et vous allez vous rendre compte de pas mal de choses. Si vous arrivez à les trouver, vous allez arriver à vous en prémunir, parce que des fois, c'est des choses qui sont utilisées à mauvais escient, volontairement, puis des fois, c'est juste des réactions humaines, complètement involontaires. Mais quand on en a conscience, c'est quand même quelque chose, un bon bouclier pour pas mal de choses et pour avoir du recul sur pas mal de choses. Voilà. Donc voilà pour des exemples un petit peu concrets autres que celles de mon histoire. Et puis donc pour revenir donc à Léa et Francis, donc on a ici donc une figure d'autorité qui est le personnage de Monsieur Balland, que du coup en qui les résidents ont confiance. Donc quand il dit c'est des jeunes, donc forcément il y a de grandes chances que ce soit des fauteurs de troubles, forcément tout le monde le croit, tout le monde va le suivre. Et puis, du coup, on va chercher à confirmer ça. Donc, quand Léa croise une voisine, qu'elle répond bonjour et que la voisine n'entend pas, et qu'elle dit qu'elle est mal polie, voilà, c'est alors que le réflexe habituel, c'est de dire la personne elle n'a pas entendu, point, quoi. Quand Léa donc ne range pas son vélo tout de suite et que Balland lui tombe dessus, je suis pas sûr que si ça avait été quelqu'un de son âge, Monsieur Balland, qu'il aurait réagi de la même façon, vous voyez. Pareil avec l'histoire de la crémaillère, et puis donc les histoires qu'il y a eu derrière avec les personnes qui étaient venues fracturer des boîtes à lettres. Voilà, donc tout de suite on a mis ça sur les amis de comment il s'appelle, de Léa et Francis, voilà, tout simplement. Alors que non, quoi. C'est des choses qui sont complètement indépendantes. Donc souvent dans les biais de confirmation, il y a ça aussi. On crée des liens entre des choses qui sont indépendantes. Des liens, là, il n'y en a pas. Vous voyez ? Donc, et là, typiquement, donc, dans l'histoire, on a ça, jusqu'à arriver à donc assimiler un couple de jeunes gens très bien, quoi, à des fauteurs de troubles, alors que, non, ils n'ont rien à voir là-dedans. Et donc voilà. Et dès le départ, finalement, les résidents avaient déjà plié le truc, quoi. Pour eux, des jeunes, c'était synonyme de fauteurs de troubles de par leur expérience passée. Alors que c'était juste un concours de coïncidence qui avait fait que ils ont eu 3 fois des mauvaises expériences et puis c'est tout, quoi. C'est juste ça. Donc vous voyez, des fois, le biais de confirmation, ça peut aller loin, ça peut avoir des grosses conséquences. Donc c'est pour ça que c'est impératif, en fait, d'avoir conscience de ça et de savoir le repérer. Et quand on sait le repérer, c'est quand même une grande force. Et typiquement, dans cette résidence, si les gens ils avaient conscience de ça, ils n'auraient pas vu du tout les choses de la même façon, vous voyez. Ils ont le coup du vélo, ils l'auraient pris comme ce qu'il devait être, à savoir que le vélo il va être rangé dans 10 minutes, quoi. Et puis le coup de la crémaillère, même chose, quoi. C'est juste, on tire pas de conclusion hâtive par rapport aux boîtes à lettres fracturées, et puis voilà, quoi. On cherche à savoir la vérité sans incriminer quelqu'un juste parce qu'il est jeune, quoi. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Je vous donne aussi un autre exemple. Vous imaginez un autre exemple de biais de confirmation, que quand on fait des liens entre choses qui n'ont rien à voir. C'est, vous imaginez, vous allez en montagne avec votre voiture et puis vous avez une panne, je sais pas moi, une panne de carburateur, je dis n'importe quoi.
voilà, 2 mois se passent, vous retournez en montagne avec votre voiture et puis vous retombez en panne de carburateur. Bon, voilà, 3e fois que vous allez en montagne, vous allez vous dire quoi? Que vous allez tomber en panne de carburateur, peut-être. Je sais pas, et auquel cas c'est un biais de confirmation. Alors que dans les faits, il se trouve que c'est juste 2 coïncidences que votre carburateur il soit tombé en panne en montagne. Voilà. Et puis on peut en donner des milliers des exemples comme ça, quoi. Et je vous dis donc dans l'actualité en ce moment, on en voit plein de raccourcis comme ça, de liens qu'on fait entre des choses mais qui sont complètement indépendantes. Et franchement, amusez-vous à les débusquer, ces biais de confirmation, et posez-vous la question du pourquoi on arrive à des conclusions comme ça. Et puis, est-ce que c'est des biais volontaires ou involontaires, quoi. Voilà. Donc voilà pour ce qui concerne les biais de confirmation. J'espère que cette petite histoire vous a plu. J'ai mis pas mal de temps à la rédiger, celle-là. Je cherchais les idées d'histoire. J'avais déjà le thème, pas de problème. Mais je cherchais à faire une histoire pas trop mal, quoi. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, il me reste à vous dire donc à bientôt pour un autre thème. Pour une autre petite histoire, tout simplement. Puis en attendant, prenez bien soin de vous, portez-vous bien, prenez bien soin de vos amis et des gens que vous aimez, puis n'hésitez pas à leur dire que vous les aimez, et parce qu'on le fait jamais assez, tout simplement. Et puis à bientôt.